posera la question tout à l'heure de qui s'est fait Liquidax. Ouais. Qui a besoin d'acheter des actions chez Pampers? Ah. Moi, j'ai fait un stock de préparation H. Je peux distribuer de la crème. J'ai renvoyé mon CD chez McDo. Voilà. Ah, c'est ça qu'on aime. Je vais regarder mon F-Factor, mais il était à 3 avant-hier. Donc, j'ai même pas regardé aujourd'hui, tu vois. Le mec serein. Ouais, je crois que je suis descendu à 2,25, mais c'était 2,25 pas à 4 heures du mat, là, quand il y a eu le spike baissier, c'était en début de matinée. Enfin, début de matinée, tout est relatif, j'ai dû regarder à 6 heures, donc c'était pas si loin. Mais 2,52 de F-Factor, bon, c'est pas un drop, ça, les amis, c'est pas un drop. Non, mais bon, on est quelque part, c'est bien qu'on ait fait les tutos là récemment, DeFi, AAV, collatéral. Ça nous a permis, nous aussi, de nous rappeler que il faut bien calculer ses positions pour pas se faire liquidax. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, ben, en tout cas, chers amis, bon, on va pas faire d'intro ou on va pas faire en mode on attend 5 minutes comme d'hab parce qu'on était déjà en train de papoter dans l'avant-live et même l'avant-live, des fois, est au moins aussi intéressant que le live lui-même. Donc, on continue sur la dynamique sur laquelle on était. Et donc, je vous propose de continuer d'échanger un peu en guise d'intro et ensuite, on montrera le chart, on verra jusqu'où sont allés certains actifs, notamment Bitcoin, Ether et quelques autres, voir un peu ce qui est en train de se passer par rapport à tout ça. Et donc, ce qui ce soir nous amène au sujet principal du moment, en tout cas en apparence. On ne pourra jamais dire que c'est un sujet en particulier qui fait l'actualité ou qui fait les marchés, loin de là, mais on a quand même un sujet un peu plus précis en ce moment. C'est toute cette taxation, tarification, tarif, comme ils disent aux États-Unis, autour des frais d'import-export, tout ce qui est douane, et notamment vis-à-vis du Canada, de la Chine et du Mexique. Pour l'instant, c'était ça les grands streams. Et il y a également apparemment dans le pipe 10% pour l'Europe. C'est ce soir que c'est apparu. Donc, qu'en pensez-vous, messieurs? Le tout avec un dollar très fort. Une administration de Trump qui peut-être va faire face à d'autres problématiques que celles qu'elle avait en 2017. Le monde a changé depuis. Et donc, on essaie de composer avec tout ça. Si tu veux, je commence de mon analyse. Alors moi, personnellement, j'ai vu une des plus grosses liquidations qu'on ait jamais eues dans le space. A priori, plus grosse qu'FTX. A priori, tellement grosse que ça aurait même caché un peu la poussière sous le tapis. Donc, on a vu plus de 2 milliards, mais il paraît que ça pourrait être 8, 10 milliards avec les exchanges centralisés, etc. Donc, le ménage est fait sur tous les joueurs en levier, etc. Donc, voilà, je ne vais pas mentir, c'était pas très plaisant de se réveiller dans un rouge fluo comme ça. Je pense que les liquidations ont bien amené aussi le prix plus bas. Le ménage est fait. On était relativement bearish, comme vous l'avez remarqué peut-être et que vous l'avez souvent reproché depuis quelques semaines. Il y avait, entre guillemets, des raisons, un sentiment, je dirais, rien de rationnel, mais un petit sentiment. Au bout du compte, on a cette baisse qui est très significative de la volatilité qu'on peut avoir en fait dans des bull markets. J'ai regardé un peu précédemment sur les graphes, on avait fait des moins 30, jusqu'à moins 36 à peu près à la même période d'ailleurs, dans les bull runs précédents. Et donc, je pense que le ménage est fait et j'espère que au bout du compte, on est juste avant un mouvement haussier qui peut être salvateur, j'ai envie de dire. Donc, on a pris cher, mais pas de changement de tendance pour moi. Et au bout du compte, le même qui m'aura fait le plus rire de ces dernières 24 heures, c'est celui où on a comment il s'appelle, Obi-Wan qui dit à Anakin buy the Jeep et Anakin qui lui répond mais avec quel avec quel argent, grosso modo. Et c'était un petit peu aussi
représentatif du mood, c'est-à-dire on est tous bien investis. Si on n'a pas été liquidé, est-ce qu'on a gardé nos 20-30% de stablecoin comme on l'a dit à chaque fois? J'ai envie de dire bien sûr que non. Et donc, buy the dip, pourquoi pas? J'espère que vous avez pu. Et pour les autres, j'espère que vous avez tenu. Alors, buy the dip, de mon côté, oui. J'ai acheté comme un cochon ce matin. Bien sûr, j'ai pas réussi à voir le bottom puisque en Europe, on est des NPC en ce moment sur le marché. Tout se passe sur la time zone américaine. Et ça commence à devenir à coûter cher en termes d'opportunités manquées parce que tous les événements majeurs qui ont eu lieu depuis l'élection de Trump, en termes de volatilité, en termes de nouvel actif qui a une hyper-spéculation, se sont passés sur la time zone américaine et nous, les Européens, en fait, on a les miettes de ce qui s'est passé du festin américain quasiment à chaque séance. Et donc, pas eu le bottom, mais quand même, j'ai acheté assez violemment avec mes petits stables de côté le dip. Et on verra dans quelques semaines si j'ai fait une grave erreur et on va aller beaucoup plus bas ou si c'était un bon choix. Mais moi, j'ai eu un sentiment, alors bien sûr, je n'ai pas une boule de cristal, mais c'est des sentiments qu'on n'a que quelques fois par cycle, quelques fois dans une carrière, entre guillemets, d'investisseur. La dernière fois que j'ai eu un sentiment et un matin comme ça, où il y avait une telle ambiance de défaite sur les réseaux sociaux et de capitulation partout, c'est quand on avait eu le fameux dépeg du ST8 après la chute de FTX et un Ether qui était tombé avec le dépeg aux alentours de $800. Et là aussi, j'avais acheté le dip de manière assez violente. Avec le recul, c'était plutôt une belle affaire. On verra si aujourd'hui c'était une belle affaire ou pas. Mais ça fait 2 dips que j'achète. Hein. J'ai fait Nvidia il y a quelques jours et aujourd'hui je fais les cryptos. On verra si dans quelques semaines on fera le bilan. Voilà. Ouais, donc un bon sentiment. Bon là, je vois que tu as dessiné CM une petite ta séance. C'est tasse Ouais, double. c'était surtout pour imager ce que vient de dire Marc d'un point de vue du chart. On a quand même eu, on va regarder Bitcoin dans un instant, mais au niveau d'Ether, il est revenu tester les 2150, c'est-à-dire le bas du range précédent qu'on a mis tout l'été, dont le yen carry trade a travaillé. Donc en termes de séance de rattrapage, là, pour Ether, le choper à quasi moins 40% par rapport à la semaine dernière, et le tout en s'offrant un rebond sur 12 heures de temps de quasi plus 30%. Je suis assez d'accord avec Marc pour dire que c'est pas le genre de bougie qui se présente tous les 4 matins. Donc bon, perso, j'ai pas racheté, je reste fidèle à mes positions depuis pas mal de temps et voilà, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un moment où le robinet il est à sec pour acheter. Je veux dire, il y a plus. On aurait pu tirer sur la corde du collatéral et accepter de passer le collatéral sous les deux ou un truc comme ça, mais on n'est pas dans ce mood-là chez CM. Non, on essaie de rester safe. Donc voilà, c'est pour le coup. Moi, pour être honnête, avant, je faisais ça. J'allais tirer du collatéral sur AV pour acheter. J'ai pris tellement cher, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais raconté à l'époque, quand les Iraniens ont joué avec des missiles il y a quelques mois, je crois que c'était l'été dernier, j'ai pris une liquidation, je m'en souviens encore et je pense que je la raconterai à mes petits-enfants, où j'ai perdu une très 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 grosse somme. Donc depuis, mon F factor, il était à 3, là il est à 2,5, il n'ira pas en dessous de 2. C'est puisque avant en fait ces événements iraniens, mon F factor était à 1,30 et ça n'a pas suffi. Et clairement, je l'ai senti passer. Donc ça m'a un peu calmé et maintenant, voilà, j'achète le dip avec mon cash, avec mes stablecoins, mais je joue plus sur le fait d'aller tirer des lignes de crédit en dessous de F factor 2. J'ai joué. J'ai appris. Et je vous invite à la prudence. Ouais, en tout cas, ouais, des journées comme ça, comme tu dis, il n'y en a pas tout le temps. Est-ce que ça reset un peu les indicateurs CM du type RSI, du type Baobab to the Sky, etc. Le RSI, attends, il faut que je nous mette sur le bord, sinon on ne le voit pas.
Ouais, par exemple, pour Ether, on est revenu sur la zone justement de septembre 2024, voire sur la zone de septembre 2023, une zone autour des 41 à peu près en hebdo. Mais là, c'est pas une droite que j'avais dû mettre en hebdo, enfin, elle est mal foutue pour le coup, mais bon, bref, si je l'ai mise, c'est que ça avait un intérêt soit en daily, soit en mensuel à ce moment-là. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est là le fait que en séance, la liquidité a été complètement absorbée. On risque même de repasser même la bougie de Ether en hebdo dans le vert. C'est complètement fou. Et Bitcoin, je crois que c'est le cas. On le voit, on est déjà dans le vert à plus de 2%. Donc franchement, on a beau avoir à chaque fois une problématique de liquidation sur Ether en tant que tel, par rapport à ce qu'il représente en termes de collatéral et notamment en DeFi, ça reste un actif qui est bien rattrapé, en tout cas là, sur les cascades comme ça de liquidation. Après, pour le coup, quand on regarde ETH BTC, voilà, la musique aussi, elle a été un peu pénible cette nuit, et je pense qu'il y a eu beaucoup de liquidation, ça a été très compliqué, mais si on avait besoin d'une bougie de capitulation, c'était celle-là et pas une autre. Ça rappelle un peu ce qu'on a venu faire en décembre 2020 ici. Vraiment, on avait eu le même type de bougie et derrière, c'était reparti très fort. Donc, je dis pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, que ça va re-arriver en mode, ça y est, c'est reparti to the moon, loin de là. Mais on a quand même un marché qui a pas trop mal tanké au vu de ce qui s'est passé multimarché, on va dire. Et quand on regarde un peu plus l'image de fond qui est aujourd'hui Bitcoin, malgré tout, puisque Ether, ça reste jusqu'ici un des élèves un peu compliqués. Il est resté au fond de la classe pour ce cycle pour le moment. Il va falloir un peu le mettre au premier rang plus tard pour essayer de faire en sorte qu'il retrouve un peu qu'il réussisse son examen. Sa fraîcheur. Et donc pour Bitcoin en tant que tel, RAS, j'ai envie de dire. RAS, pourquoi? Puisque on est dans un micro-range qui est compris entre 90, 91 en bas et désormais 108, 110 en haut. Mais un RAS qui a une saveur un peu glissante en mode vaseline où on est en train potentiellement de faire un double top, un M-top qu'on n'a pas envie de voir s'activer. Sinon, c'est la descentada à 75-80. Donc ça, c'est aussi un scénario de l'ordre du possible que je n'exclus pas. Mais en l'état, tant qu'on ne sort pas de cette box, eh bien, il n'y a pas plus à dire. C'est 90, quasi 110, et on compose avec ça jusqu'à ce qu'on sorte de cette box. Et si on est bel et bien en bull run, que les États-Unis sont bel et bien pro-crypto et que Donald Trump arrête un peu trop titiller tout le monde, ça devrait normalement pas si mal se passer. Normalement. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais en tout cas, je ne suis pas particulièrement inquiet par rapport à cette périodicité printanière. Moi, je pense que le Bitcoin a eu énormément de force sur ce mouvement, contrairement aux autres. C'est-à-dire que le Bitcoin a toussé pendant que les autres se sont fait massacrer. Et surtout, un indicateur qui est important, c'est Bitcoin D, où on se rend compte en regardant cet indicateur que le roi a parlé, quoi. Et je crois qu'il est monté au-dessus de 61%, ce qui est extrêmement rare et même inconnu depuis plusieurs cycles. 64. 64, t'imagines? On n'avait pas vu ça depuis quand? Essaye de remonter le chart, mais ça fait au moins 5 ou 6 ans. J'ai pas l'information. Ça doit dater du cycle précédent, mars 2021. On était à la même hauteur. Oui, quand même. Ah oui, c'était quand même monté là. Mais c'est d'une violence rare. Et il faut reconnaître, il faut être factuel, quelles que soient ses opinions d'investisseurs, que pour l'instant, le grand gagnant de ce cycle, c'est Bitcoin. Et Bitcoin maintient sa dominance et maintient sa force sur le marché et ne veut pas laisser de part de marché aux autres altcoins. Donc, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et un investisseur ne doit pas être têtu et doit accepter les réalités que lui donne le marché. Et sur un mouvement comme ça, voir une Bitcoin D monter aussi haut, ça montre que lorsque tout le monde vend des cryptos, ils les vendent vers du Bitcoin, quoi. Et c'est Bitcoin qui va récupérer la force qui est perdue par les autres.
Oui, puis il y a aussi des phénomènes. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on a eu des phénomènes de cascade de liquidation. Je pense aussi ce qui explique qu'on s'est fait assez atomiser sur certaines altes, notamment, j'ai envie de dire, pas forcément alors les mêmes coins ou les AI agents. Ou pour ma part, je pense que les détenteurs de ce genre de coins ont des paper end. Donc, c'est-à-dire, si on est en profit, que ça part dans le mauvais sens, il n'y a aucun problème à revendre vite son token et à suivre en fait une dynamique, une tendance court terme. Par contre, sur des choses qui sont un peu plus blue chips, j'ai envie de dire, et qui peuvent servir de collatéral sur AAV, sur d'autres protocoles de lending, eh ben, on peut avoir justement eu des mouvements qui ont amené à des liquidations. On l'avait déjà vu sur des tokens comme CRV, etc., avec des profondeurs de liquidité qui sont bien moins importantes que Bitcoin ou Ether. La baisse d'Ether, c'est peut-être aussi, comme c'est le premier collatéral de la DeFi, eh bien, au final, ça peut aider quand le marché baisse beaucoup, et ça liquide de l'Ether. Et quand on a en collatéral d'autres tokens, même des blue chips, eh bien, avec des liquidités qui sont plus inférieures, on a des mouvements qui, additionnés au niveau, à la vente, on va dire, organique de tokens Vanilla, eh ben, amène à ce genre de move. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, à mon avis, aussi une Bitcoin dominance qui a monté, en plus de, comme tu le dis, Marc, un swap entre altcoin vers quelque chose de plus dur comme Bitcoin. Je pense qu'il y a les deux. Il y a ceux qui ont vendu en stablecoin pour acheter le dip après. Il y a ceux qui se sont fait liquider et qui ont entraîné de la baisse avec les liquidations. Et il y a également ceux qui ont transféré pour se réfugier dans le Bitcoin si jamais ils voulaient rester exposé crypto. En tout cas, c'est intéressant de voir que si par exemple on mesure depuis les 64% qu'on a touché là sur la mèche de ce move et qu'on revient sur une médiane par rapport à l'ancien grand range, si on considère que le range est compris entre la borne basse, la première en bleu qui est autour de 38% et la borne haute qui est autour de 60%, on voit qu'en revenant autour de 48-49, on fait un moins 25% de dominance. Et ça voudrait dire une potentielle alt season si ça vient à arriver, tout en n'ayant pas l'amplitude de la alt season précédente, voire de celle encore d'avant, de 2017-2018, puisque je le rappelle, j'aime bien faire ce genre d'exercice et je le fais volontiers avec vous ce soir. L'alt season de 2017-2018, c'était moins 63% de dominance. L'alt season de 2021, qui a été parmi une des plus pharaoniques qu'on ait vues, je pense que même ceux de 2017-2018 étaient vraiment ravis de 2021, c'était moins 47%. Et là, moi, ça ne me ferait pas halluciner quelque part. Et on ne sait pas encore si 64% est entre guillemets le top de ce cycle en termes de dominance. On peut très bien aller péter encore, on le voit, on a des points hauts ici de 2019 à fin 2020 autour de 73-74% de dominance. Donc je ne sais pas ce qu'il faudrait pour en arriver jusqu'ici. Tout ce que je sais, c'est que si on perd comme ça un jour, ne serait-ce que pour revenir à la moyenne mobile 200, moins 25% de dominance, là, ça voudra dire que le marché a renversé la vapeur vis-à-vis des altcoins, qu'on a beaucoup plus d'argent disponible sur les marchés. Qui dit plus de liquidité dit plus de risque. Et le sursaut de risque, ce surplus qui est accepté en bout de fil, de chaîne, d'être pris par les participants au marché du côté des altcoins, sur un marché crypto qui lui-même représente un marché très risqué, rappelons-le, dans l'océan de la finance traditionnelle. C'est le maximum du risque qui puisse être accepté et acceptable, voire même parfois pas accepté tout court. On a un petit peu plus de légitimité côté TradFi depuis l'acceptation des ETF spot, mais jusqu'ici, c'était malgré tout, jusqu'à 2024, très compliqué. Donc, ça avance doucement mais sûrement, mais malgré tout, on n'aura plus, en tout cas, bon, peut-être 2 itérations. Là, on est en train de vivre la 3e. C'est un peu trop tôt pour en faire une statistique, mais on est sur quelque chose qui se tasse. La volatilité du Bitcoin au long terme continuera de faire des rendements qui seront de moins en moins grands. Et au fur et à mesure qu'on tendra vers un market cap général crypto qui ira vers 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, peut-être un jour qui dépassera le gold, on n'en a aucune idée, eh bien, on aura des mouvements, bien entendu, qui seront beaucoup plus cloisonnés. Un peu comme ce qu'on peut observer justement au niveau du gold aujourd'hui.
qui, soit dit en passant, n'était pas un si mauvais candidat que ça depuis quelques trimestres. L'or qui nous a fait un nouvel ATH avec 2840 $ l'once dans ces eaux-là. Donc ça commence à faire, je crois que j'avais vu tout à l'heure passer quelqu'un qui disait dans les 90 $ le gramme ou un truc dans ce style. Voilà pour la petite rétrospective. Donc personnellement, je dirais pas que l'alt-season est à mettre complètement au rebut. Par contre, si alt-season il y a, c'est que toutes les étoiles se seront réalignées d'un point de vue liquidité et prise de risque sur les marchés. Et deuxièmement, je pense toujours, et c'est pour ça que je reste relativement concentré sur mes investissements, je pense que ça ne sera pas la frénésie qu'on a connue en 2017-2018 et en 2020-2021. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des choses à faire, c'est juste que, et là aussi c'est pas une découverte, ça fait des semestres limite que j'en parle sur les lives et sur YouTube, je suppose que là où on rentrait des fois 20 et plus en 2018, voire des fois 50 en 2018, des fois 20 en 2021, ce coup-ci, on rentrera des fois 5, maximum fois 10. Et c'est dans l'ordre des choses, c'est pas pour faire le pessimiste. En tout cas, sur le graphe CM, quand tu regardes BTC, tu vois que tes moyennes mobiles, elles n'ont pas croisé, qu'elles sont toujours les 4 alignées. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi un signe aussi de... on n'a pas de problème de changement de tendance, etc. Elles sont toujours bien rangées les unes sous les autres. Le problème d'aujourd'hui, au bout du compte, tu vois, il se voit pas. Alors là, tu es en weekly, mais même je pense qu'en daily, ça croise pas. Donc au bout du compte, tu vois, on a quelque chose de propre. J'ai pas l'impression que ça croise, si. Peut-être j'ai une connerie. Moi, sur mon graphe, ça croise pas. Ouais, t'as la 50 et la 20 qui font un peu le yo-yo, là, mais ça le fait tout le temps. C'est pour ça que, pour ça en particulier, pour vérifier la dynamique moyen terme, on va dire, on regarde plutôt en hebdomadaire. Et d'ailleurs, on peut voir que les deux dernières, c'est-à-dire la 100 et la 200, ont repris leur place respective qu'à partir de septembre 2024. Donc, il y a à peine 4-5 mois. Ça a mis beaucoup de temps à détricoter tout le bear market qu'on a eu en 2022. Ouais. Et en tout cas, je sais qu'on se fie très souvent à ton bid CM en termes de momentum et de sentiment. Moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'étais relativement stressé, pas hyper bien les dernières semaines qui ont été, je ne sais pas, je ne sentais pas vraiment le marché, etc. Et j'ai beau m'être fait éclater comme vous sur un -20, -25, -30, j'ai même pas regardé tellement je préfère pas regarder. Mais au bout du compte, le sentiment un peu d'angoisse c'est quand même clairement dissipé aujourd'hui. Donc je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais en tout cas, c'est-à-dire que même allégé de 30% sur le portefeuille, je me sens mieux. Donc voilà, j'espère que c'est un bon sentiment qui va perdurer et qu'on n'est que pas au début, entre guillemets, d'une baisse plus significative encore. Mais j'ai l'impression qu'on a eu un bon gros reset et que au final, on est bien parti pour la suite, quoi. En tout cas, c'est mon sentiment, c'est le sentiment de mon bid. Oui, puis c'est toujours une période, même quand on regarde au cycle précédent, qui a été un peu tumultueuse sur le début d'année à cheval sur février. Et après, normalement, vu que quand même là, on ne s'est pas laissé autant malmener que ce qu'on aurait pu le penser, au vu de ce qui vient de se dérouler, ça démontre qu'il y a malgré tout un intérêt vis-à-vis du marché crypto. En fait, il faut toujours raisonner en termes de trend. Et là, la trend, pour l'instant, elle est propre. C'est pas pour autant que quand on regarde Ether, par exemple, ça reste compliqué. On va pas dire le contraire. Mais voilà, si on prend l'image vraiment de fond qu'on passe en mensuel, on le fait que trop peu souvent. On a pour l'instant des graphiques qui continuent d'essayer de se tirer vers le haut. Alors, ça sera peut-être pas toujours vrai, là aussi. Il arrivera peut-être un jour où on aura une pause de plusieurs années par rapport au marché crypto et où tout le monde se demandera
si le Bitcoin, la blockchain et les cryptos n'étaient qu'un effet de mode qui aura duré 15-20 ans et qu'on est arrivé un peu en bout de course de tout ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison de privilégier un scénario à ce point catastrophiste par rapport au fait de continuer ce qu'on est en train de vivre quelque part, de mettre en place. Et puis voilà. Aujourd'hui, je suppose qu'en termes d'investisseurs, qu'on parle crypto ou qu'on parle bourse, qu'on parle or, qu'on parle immobilier ou qu'on parle tout ce qu'on veut, c'est un peu dommage quelque part justement de ne pas avoir une vision positive de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas anticiper ce qui peut mal se passer. Ça veut juste dire que si je me projette sur suffisamment longtemps, sur quelques années, voire sur 5, 10, 20 ans pour les marchés traditionnels et l'immobilier, est-ce que je pense que ces marchés-là iront mieux, voire qui tout juste iront plus haut que ce qu'ils sont à aujourd'hui? Et la réponse pour n'importe quel investisseur devrait être oui. Sinon, ça ne sert à rien d'investir et c'est se faire du mal sans arrêt si on ne voit que le mal partout. Donc, c'est là où il faut savoir aussi un peu jauger dans sa vie d'investisseur, d'essayer de temps en temps de se rappeler pourquoi on le fait, d'essayer de regarder les statistiques au long terme. Et les États-Unis, ben, tu prends le SP500, je veux dire, le graphique, il est au moins équivalent au Bitcoin. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, j'ai envie de dire. Hein. Quand tu regardes un peu, c'est même plus pentu presque que le BTC, le SP500. Il faut dézoomer pour voir un peu à quel point on va même pouvoir le passer en trimestriel pour voir que c'est une vraie dinguerie, le SP500, et on est en logarithmique, je le rappelle. Donc, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est une folie, ce marché américain, malgré les accidents de parcours. On a même le crack ici de 1929, qui l'a fait passer virtuellement de 30 points à 4,79. Donc là, vous avez l'intégralité de la vie d'un marché sur une centaine d'années, voire même un peu avant. Donc, quand on regarde les choses comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait l'Armageddon, oui, un astéroïde, les extraterrestres ou une éruption solaire qui démagnétise la planète ou une bombe atomique, jusqu'ici, tant que ce genre de conneries n'arrive pas, eh bien, on a tout à penser que les marchés, malgré des accidents de parcours plus ou moins importants, continueront d'essayer de faire exactement ce qu'on a ici sous les yeux. En tout cas, c'est aussi quelque part dans l'essence. Ça donne pas envie de mettre de l'argent dans le livret A. Hein. Oui, c'est aussi dans l'essence humaine, quelque part, l'investissement, de se dire que le monde continuera, peu importe l'adversité qu'il rencontrera, et là on parle au sens strict du terme de l'être humain, de relever les manches et d'essayer de se développer positivement. Après, il y a des gens qui pensent l'inverse, qu'un jour, ça sera l'apocalypse, mais à ce moment-là, comme je le disais, ceux qui essaient d'anticiper des apocalypses, faites un bunker dans le jardin, mettez des pots de bouffe, de l'air conditionné, de l'eau et tout ce qui va bien et attendez le déluge, quoi. Why not, hein? Ouais, il y en a qui attendent depuis longtemps, hein, par contre. Hein. Ouais. Dans leur bunker. Ouais, mais ce graphe me fait dire que la retraite par répartition n'était peut-être pas une si bonne idée que ça avec une population qui vieillit. Un peu de capitalisation n'aurait pas fait de mal. Là, tu ouvres une boîte de Pandore. C'est un sujet politique, on va éviter. Non, politique, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a des choses qui auraient pu, qui pourraient mieux se passer dans l'absolu. Clairement, les amis, n'attendez pas à ce que Papa l'État vienne vous sauver. Mettez un petit peu de sous de côté dans un ETF, MSC World, MCI World, SP500. Moi, j'achète SP500, dividende réinvesti. Et c'est ça votre retraite. Hein, et c'est beaucoup plus fiable, je pense, que d'attendre que les politiques viennent vous sauver. Ouais, comme tu parles du monde, je l'ai affiché là, le CW8 d'Amundi. Alors, ça n'a pas autant d'antériorité que le reste. On est en 2009 à sa création, mais le chart, il est au moins aussi beau que BTC, une fois de plus, voire même encore plus pentu, tu vois, sur la durée. Le Bitcoin, le problème, c'est qu'il y a des moins 90 qui se passent en cours de route. Alors que là, les États-Unis, tu n'as jamais eu un moins 90.
Et c'est ça qui est... Enfin, les États-Unis, et pas que, puisque là, c'est le world. Donc, on parle vraiment d'un panier mondialisé. Bien que les États-Unis dans le monde représentent une pondération importante. Donc, il faut le rappeler. Mais bon, on a un chart qui est... Je veux dire, tous les jours, tu as envie d'acheter ça. Bon, peut-être pas de suite, parce que là, il est quand même un peu vertical. On voudra des petites bougies rouges du Seigneur, tu vois, mais pour acheter. Mais bon. C'est simple, hein, le DCA, c'est ce principe-là qu'on vous dit à longueur de journée et à longueur de live depuis des années. Vous achetez pas tous les jours, mais vous achetez une fois par mois et puis ou une fois par semaine, selon ce qui vous arrange chez votre broker, votre PEA ou votre système d'épargne. Et vous en fichez que ça monte, que ça descend, vous continuez d'acheter, comme ça, petit à petit, et vous ferez le bilan dans 20 ans et vous me remercierez. Et puis là, en plus, comme c'est des ETF à dividendes réinvestis, en réalité, il n'y a pas de fiscalité jusqu'au moment où on sort, en réalité. Enfin... Alors, ça dépend de chaque pays, hein, bien oui, sûr. Ça, je parle dans le cas français. Mais oui, dans le cas français, vous payerez à la fin, à la sortie. Ouais. Et surtout dans le cadre du PEA, dans le cas français. Donc, allez-y, les ETF, il y a des ETF compatibles avec le PEA. Donc, on peut avoir du SP500. Bah, c'est Amundi. Amundi, ils ont un truc AUM5, je crois, qui s'appelle. Pour les Français aussi, tant que j'y pense, tant qu'on est là-dessus, vous avez le WPEA qui a été introduit autour de 5 balles la part. Ce qui fait que, bon, maintenant, avec les brokers comme Trade Republic et bon nombre d'autres, on peut acheter des portions même d'ETF. On n'est pas obligé d'acheter en une seule fois. Mais là, c'est un produit qui a rencontré un franc succès depuis son introduction et qui est proposé par iShares pour tous ceux qui sont en euros et notamment qui rentrent dans un PEA. Donc voilà, je fais passer l'information. J'ai pas de partenariat avec les BlackRock, les iShares et tout ça. S'ils veulent m'envoyer un petit 500 000 en mode cacahuète, pas de souci les gars, si vous écoutez l'émission. Mais jusqu'ici, voilà, pas encore de partenariat avec BlackRock. Mais moi, je fais quand même la pub. Je crois que c'est pas BlackRock, non, c'est Bakkt. Mais c'est qui derrière Bakkt? Je sais pas. Je fais la pub alors c'est pas moi directement du tout, mais maintenant il y a Bakkt qui a tokenisé le SP500 sur la blockchain Gnosis. Et donc, ils ont publié ce matin, c'est pour ça que j'en parle, une proposale sur le forum d'AV pour que ce soit un collatéral sur AV. Et donc, on peut avoir on-chain, une exposition sur le SP500. Et donc, ils font de la tokenisation d'ETF. Donc, l'équipe a l'air sérieuse. Il faut vérifier, faites vos propres devoirs parce que c'est assez jeune. Mais ça a l'air intéressant. Moi, je suis assez présent sur la blockchain Gnosis avec le SDAI, etc. Et pourquoi pas, si c'est vraiment sérieux, pour l'instant, je ne me prononce pas, mais je vais faire mes devoirs. Pourquoi pas bouger mon exposition hors chaîne sur le SP500 directement on-chain. Comme ça, je continue d'avoir et je ne dépends pas de Revolut ou Trade Republic ou de ce genre de broker. Attention, on ne parle pas du même Bakkt, Munk. Là, c'est Bakkt comme B-A-C-K-E-D. Et donc, ouais, c'est pas le même Bakkt que vous dites dans le chat. Ouais, et attention, par contre, aux conséquences fiscales. Pour la plupart des Français, gardez vos ETF dans votre PEA parce que vous avez des bénéfices fiscaux à faire ça et allez pas on-chain dessus. Faites bien mesurer les tenants et aboutissants sur ce type d'investissement parce que être on-chain, si votre fiscalité est pire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y avait Hunter qui demandait si on pouvait leur faire une presse on-chain là, de ce dont tu as parlé. Si tu es chaud, Marc, dans la semaine, on se prend un quart d'heure et on fait le tuto de CM numéro 5. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Je vous mets le lien dans le chat, back.fi. Je vais faire mes devoirs. Pour l'instant, faites-les parce que je n'ai pas tout vérifié, etc. Mais si c'est des gens sérieux, etc., et que ça vaut le coup d'en parler, faisons un tuto, comme ça, on vous en parle directement sur la chaîne. C'est quoi l'ancienneté? Tu aurais l'ancienneté du protocole? Ça fait au moins 1 an ou 1 an et demi qu'ils existent et ils ont tokenisé Coin, donc Coinbase, des Treasury Bonds, ils ont tokenisé Nvidia, c'est sur leur site. Et ils ont un truc, sur le SP500. Il y avait
Liam qui disait aussi tout à l'heure, quand on parlait du SP500, BNP Easy SP pour le PEA. C'est vrai que j'ai vu pas mal de gars de la TradFi en parler de ce truc avec des frais moindres, peut-être même que les autres ETF. Donc, des fois, c'est vraiment minime les écarts. Par contre, entre certains gros ETF, c'est vrai que parfois, il y a des écarts des plus importants au niveau des frais à l'année. Donc, surveillez bien ça. Parce que là, c'est pour le coup Mounir de Finari qui en parle dans quasiment toutes ses vidéos. Sur 20 ans, quand on vous prenne 0,2, 0,20% ou qu'on vous prenne 1% ou 2%, ça ne fera pas du tout le même rendement à l'arrivée. Donc, essayez de faire toujours cette chasse aux frais fantômes, que ça soit sur un ETF ou ailleurs. Après justement, tu parles de Mounir sur Finari. Il me semble que dans une de ses dernières vidéos, il recevait BlackRock, il me semble. Et en fait, il disait aussi d'être vigilant sur la qualité de la réplication. Et BlackRock s'auto-congratulait en disant que des fois, leur qualité de réplication était meilleure que le titre qui était censé répliquer. Et du coup, ça gommait aussi un certain nombre de frais. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, au-delà d'avoir les frais les plus bas, c'est aussi d'avoir un ETF qui est d'une part bien capitalisé, mais aussi qui ne fait pas trop d'erreurs de réplication. Souvent, on se rend compte que, par exemple, les ETF un peu exotiques, type l'Inde, etc., en fait, la réplication, elle n'est pas terrible. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte dans le choix d'un ETF. Très intéressant, et c'est vrai que c'est un truc dont on ne parle quasiment jamais, mais très très intéressant comme info. Merci, super cool. Le gold vite fait qui lui bah voilà, hein. Par contre ça devient quand même vertical, hein, quand on regarde en mensuel. Que dire de plus? Il y a eu une belle période d'aplat ici, hein, rectangle vert. D'ailleurs, j'admets mon erreur sur le gold, hein, parce que dans cette période d'aplat, j'avais dit c'est l'actif des boomers, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc j'admets mon erreur. Il faut reconnaître qu'on n'est pas toujours bardé de main. Et effectivement, bon, il y a eu d'autres opportunités, je ne vais pas pleurer, mais effectivement, là, je me suis bien trompé. Et je reconnais les gens dans les commentaires qui défendaient le gold. Bravo les gars. Vous avez ouais, c'est le Peter Schiff célébration là. Bon, après, que ce soit Gold ou BTC, les deux sont gagnants, hein, en vrai. Donc, pour l'instant, ça se serre la main, quoi. Ah ben, les deux se présentent comme de l'or, donc finalement, les deux gagnent. C'est pas si mal. Ouais, puis quand on prend la perf de automne 2022 à aujourd'hui, on est sur 73% sur le gold. Donc c'est très bien pour le gold, mais entre-temps, on a un BTC qui est passé de 15 à 110. Donc bon, tout est relatif, j'ai envie de dire. César ce qui appartient à César. Oui, bah oui. C'est l'investissement du bon père de famille. Hein, donc, Par contre, les amis, acheter de l'or physique, vous n'arriverez pas à me convaincre. Hein. C'est pas une bonne affaire. Mais bon. C'est très taxé. Hein. C'est énormément taxé. Vous allez le payer. Vous vous faites arnaquer quand vous l'achetez ou vous faites arnaquer quand vous le vendez. Il faut le stocker, il faut le protéger, il ne faut pas se le faire voler. Franchement, seulement pour les gens qui veulent le stocker dans leur bunker avec leur boîte de conserve et leur fusil. Hein. On le laisse leur physique aux survivalistes. Ouais. Après, il y a des solutions de stockage et parfois, si je dis pas de bêtises, c'était déjà le cas à l'époque de trucs comme à la fois Gold Avenue, au coffre, et il y avait d'autres propositions dans ce style. Enfin, je donne ceux qui me viennent en tête. C'est pas pour en mettre un en avant plus qu'un autre, mais il y a la possibilité de faire garder ton or par les principaux fondeurs de Suisse directement en port franc, notamment du côté de Genève, si je dis pas de bêtises. Et à l'année, tu vas avoir un tout petit fees de 0,10 ou une connerie du genre, tu vois. Et t'as pas de frais, en fait, en particulier, ni rentrant, ni sortant. Tu vas acheter à la même personne que ce que tu vas vendre un jour où tu veux vendre, ou bien tu te rends toi physiquement en port franc, et de la Suisse vers la France, et je crois que c'est un vice-versa, entre en sortant, la douane, à hauteur de 10-15 000 euros,
Ça fait pas énorme, hein, on est d'accord. Enfin, c'est déjà une somme, mais on ne parle pas de millions. Tu as le droit de passer 10-15 000 à la douane suisse en or, en liquide, en ce que tu voudras, sans qu'on 10 te 000, fasse hein, je remplir crois. une tonne de paplard, je crois. Alors, la loi européenne, je ne connais pas le droit suisse, pour être honnête, mais la loi européenne, c'est que tu n'as pas le droit de passer une frontière avec plus de 10 000 euros. Après, tu as le droit, mais il faut y faire une déclaration préalable. Et généralement, on va te mettre sur une liste. Hein. Si tu arrives et tu dis bonjour, j'ai 100 000 euros sur moi, pour faire bonjour monsieur, suivez la petite ligne bleue et on va se poser 2-3 questions. Tu sors de la voiture, tu sais, avec le blouson de Matrix là et le truc qui fait gling gling gling. Ouais. Et je pense qu'il y a une amende. Hein. Si tu passes et que tu te fais choper et que tu as plus de 10 000 euros de valeur sur toi, je pense qu'ils te saisissent et que tu as une amende. Si tu les as pas déclarés, il me semble. Oui, si tu les as pas déclarés. Ouais, mais sûr. si tu veux, il y a un bail vis-à-vis de la Suisse spécifiquement où c'est pas regardant à la frontière jusqu'à 10-15 000. Et pour l'or, ça vaut aussi. Enfin, je m'étais renseigné à l'époque pour savoir à peu près comment ça fonctionnait et j'étais tombé sur ça en me disant que déjà 10-15 000 de petits lingotins ou quoi, enfin voilà, on n'a pas pour vocation, nous, crypto-bros, à mettre des sommes astronomiques entre guillemets en gold, mais il y avait une possibilité où on se faisait pas trop escroquer entre guillemets vis-à-vis de tout ça, comme tu disais, en frais divers et variés, sachant que pour les Français purs, c'est compliqué, comme tu le disais, l'achat-revente d'or physique, parce qu'il y a des taxes tout azimut qui peuvent bien impacter votre performance, en effet. J'ai pas détaillé exactement les tenants, les aboutissants, mais j'avais lu une fois quelque chose lié à l'heure de l'investissement où tu as une exonération totale de plus-value au bout de 22 ans. Donc, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Après, vu l'âge moyen des gens qui achètent de l'or au bout de 22 ans, c'est les héritiers qui seront plus taxés. Après, moi, j'avais vu un cas qui était pas inintéressant, c'est que tu achètes ton or là maintenant, et en fait, tous les mois, tu achètes ton or d'investissement et tu le revends au moment de ta retraite. Et du coup, tu sors tous les mois, tu vends. Alors, je crois que la pièce, ça rentre pas dans un or d'investissement, mais en gros, virtuellement, tu vends ta pièce tous les mois et ça te fait ton complément de retraite au moment de la retraite, en fait. Honnêtement, l'or, faut le voir juste comme une assurance en cas de crise majeure. Hein. Je veux dire, c'est pas avec ça que vous allez faire beaucoup d'argent. Parce que quand tu regardes la fiscalité, bon, certes, au bout de 22 ans, t'as plus de fiscal, mais la première année, c'est 36%, la deuxième, c'est encore 36%, la troisième, c'est 34%. Enfin, c'est soit tu vends dans 22 piges, soit ça sert à rien en définitive. Mais c'est une assurance pour te prémunir de s'il y a un défaut au niveau des monnaies fiat. Moi, je le vois plus comme ça que réellement un asset pour faire du bénéfice. Ouais, on a Bitcoin pour ça. Oui, voilà, il y a Bitcoin, ou il y a le S&P, le Nasdaq. Enfin, t'as même de l'IMO, j'ai envie de dire, si jamais tu connais bien. Mais l'or, vraiment, même si là, oui, c'est vrai, hein, depuis 2-3 ans, il fait de très bonnes performances. Mais voilà, quoi. Même si tu avais acheté il y a 3 ans, tu arrives aujourd'hui, tu n'as pas envie de vendre hein, avec la fiscalité que tu vas te taper. D'ailleurs, même si c'est un sujet un peu touchy, parce que je pense qu'aucun d'entre nous, entre guillemets, a le même avis sur ça, vis-à-vis de l'immobilier en tant que tel. Admettons qu'on revient à une situation un peu comme on avait entre 2020 et 2021, avec des taux, notamment en France, où on pouvait emprunter quasiment à 0%, ou on va dire entre 0 et 1%. Est-ce que vous pensez que ça reste toujours, malgré les risques encourus liés à l'immobilier, liés aux mauvais payeurs et plein d'autres joyeusetés, est-ce que ça reste un des principaux leviers, justement, auxquels ont accès les Français de s'endetter pour faire de l'immobilier? Parce que c'est une question à laquelle je suis moi-même... locatif, là oui, dans tous les cas, ça va être du locatif. Après, tu peux choisir locatif courte durée, Airbnb ou des trucs comme ça, où vraiment il faut être très impliqué, ou prendre des locataires long terme.
Mais je suis en train petit à petit d'essayer de me renseigner justement sur l'immobilier pour savoir si ça vaut le coup de passer sur cette étape patrimoniale pure et dure, d'avoir une partie du patrimoine en immobilier. C'est pas d'acheter 36 châteaux, hein, mais d'avoir un appart ou deux ou ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, je me dis... Je passe le numéro d'une copine qui a des squatters chez elle depuis 1 an. Oui, non, mais c'est ça. Ça va calmer un petit peu. C'est la problématique. Parce que là, c'est la trêve hivernale, mon pote, et ça va durer encore un moment. C'est la problématique à laquelle tu peux être confronté et qui en refroidit beaucoup. Et je suis d'accord, ça existe. Enfin voilà. Mais si on part du postulat que ça se passe à peu près bien quand même pour pas mal de gens qui sont dans l'immobilier, est-ce que c'est pas le plus beau levier qui nous est offert, notamment quand les taux sont bas, pour justement démultiplier un patrimoine et un capital sur un temps qui est quand même assez long? C'est la question que je me pose. Moi je pense que l'immobilier, tu peux acheter là où tu dors, c'est plutôt pas mal, et ensuite utiliser là où tu dors pour faire une ligne de crédit et acheter du SP500 avec. C'est la seule chose que j'accepterais. Et parce que ça te permettrait de mobiliser un petit peu de la valeur. A priori, tu ne vas pas te faire liquider si tu fais un crédit Lombard et ta maison, elle ne va pas perdre 60% de sa valeur. Tout le reste, l'investissement locatif, vous ne vous rendez pas compte du risque par rapport à la récompense, c'est absolument merdique. Sauf, il y a eu une belle période quand même sur les 15 dernières années, sur les villes moyennes, où tu avais de l'immobilier qui était entre guillemets pas cher et des loyers qui étaient relativement élevés, où tu avais un différentiel qui était quand même acceptable. Mais là, c'est fini. Hein. Tout est trop cher. Les prix baissent. Les taux d'intérêt sont hauts. Donc, sauf si vous avez énormément de cash et que vous pouvez l'acheter comptant, votre appartement. Mais c'est beaucoup de problèmes, beaucoup d'imprévus pour une rentabilité brute qui est faible. Acheter des ETF SP500, ça rapporte plus et il n'y a pas de problème. Hein. Personne ne va vous les squatter. Hein. Le souci, c'est que l'investisseur, souvent, il a envie de toucher en fait ce qu'il achète. C'est souvent comme ça, en tout cas autour de moi. Ils aiment palper en fait ce qu'ils achètent. Quoi. Quand tu leur dis SP500, tout est digital et ils ne touchent rien du tout. Et ils ne sont pas sereins. C'est l'aspect immatériel qui rentre en jeu. Achète des actions Nvidia et paye-toi une carte graphique et tu la flashes de temps en temps si tu veux. C'est un piège. Tu vas chez LVMH. Tu vas chez LVMH, madame sera contente. Tu t'achètes une Rolex au pire ou des cartes Pokémon dans ce cas-là. En vrai, à titre purement personnel, je trouve que la propriété sur un blockchain est beaucoup plus tangible qu'un droit de propriété sur papier. Parce que au moins, moi, je trouve que Realty, c'est pas mal. Hein. Realty, c'est bien. Il y a d'autres gens qui gèrent. Comme il y a souvent des maisons, on peut avoir quelque chose de diversifié. Parce que le problème de l'immobilier pour 99% des ménages français, c'est que vous faites all-in sur un bien, quoi. C'est l'inverse total de la diversification. C'est que vous allez mettre 30-40% de votre revenu disponible dans un seul bien, et s'il y a un problème, c'est compliqué pour vous. Alors que Realty, 50 balles par maison, et puis il y a une nouvelle maison toutes les semaines. Et moi, j'ai des paniers sur des douzaines de maisons, ça me rapporte quelques dizaines d'euros par semaine, et c'est très très bien, quoi. Et j'y ai pas mis et je me suis pas endetté sur 30 ans pour le faire. Je pense il y a eu ce sujet qui a été abordé durant le Crypto XR ce week-end à Auxerre. Et oui, non, c'était exactement cette problématique en fait qui était levée. C'était le fait de tout mettre en une fois sur un appartement en pierre ou diversifier comme d'habitude ses investissements. Et donc, du coup, il prenait l'exemple de Realty pour justement posséder plusieurs portions d'habitation et le fait de faire tomber chaque mois ou tous les jours ton loyer, en fait, sans avoir rien à gérer, pour avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Enfin, moi, j'ai toujours été fan de Realty, je continuerai, quoi. Enfin, une fois que tu as connu ce système d'investissement, en fait, faire de l'achat pierre traditionnel, pour moi, c'est reculer, en fait. Très clairement, ouais. Ça convient à une situation, en fait, parce que tu as le levier bancaire que tu n'auras pas sur le Realty aussi. Ouais. Realty, tu peux le tokeniser, ils ont tu peux hein. faire des prêts, hein. Tu peux mettre en...
en collatéral, hein. en collatéral, t'es Ouais, totalement. mais le Ah, truc, non, mais c'est le pas la truc, même chose. Quand tu si fais un tu prêt fais, bancaire, tu ne mets rien en collatéral. Tu fais un apport initial et basta. ouais, si tu regardes l'immobilier dans l'ensemble, malgré tout, c'est vrai que si tu regardes le court terme, tu vas toujours être fucké par rapport aux autres marchés. Par contre, si tu investis dans une zone porteuse, que tu sais que ton bien sur 10 ans, il va prendre je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de pourcents, en plus des loyers qui, si tu te débrouilles bien, vont payer à la fois le crédit et te faire un cash flow positif. Ben, derrière, je veux dire, on t'a littéralement donné de l'argent, la banque, pour que tu fasses le pont entre un locataire et le bien que tu as acquis et qui derrière s'autofinance et qui va te rapporter un jackpot au moment où tu décides plus tard d'en ressortir ou pas, puisque une fois qu'il sera payé au bout d'une vingtaine d'années ou peu importe si tu fais un crédit de 15, 20, 25 ans, ben, ça te fait de l'argent, entre guillemets, pour la retraite qui tombera ad vitam. Et voilà. Donc, il y a toujours la problématique Ouais, du mauvais mais payeur, du squatter, du ci, de ça. Mais en termes de levier, en France, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure comme ça, ouverte. On n'a pas trouvé mieux jusqu'ici pour qu'on nous Si, prête de l'argent en mais mode CM, YOLO. tu as la moi je suis possibilité. d'accord avec toi à 1%, à 1,5%, à 2%. Mais là, avec les taux à 4, 4,5, ta maison, tu l'achètes 2 fois. Ouais. Sur 20 ans, 4, 25 c'est aux ans, États-Unis. En Europe, c'est pas à 4. bah, c'est ça, c'est parce que tu connais le marché français. Moi, je peux te parler de l'Europe et c'est 4, c'est bien, hein. C'est même au-dessus dans d'autres endroits, hein. Et la France, c'est très, très soutenu, les taux immobiliers, donc ils sont un peu plus bas qu'ailleurs. Mais ailleurs, on paye 4, hein. Et on paye, au Portugal, on paye 6, voire on paye 7, hein. Donc, et sur 25 ans, vous l'avez payé 2 fois votre baraque, hein. Et le truc, c'est que avec la démographie et la courbe démographique, qui va vous la payer? C'est un truc que vous payez aujourd'hui, 150 000 balles, ça va vous coûter 300 000 balles avec les intérêts. Qui va vous le payer à 350, 500 000? Il faut être des lulus, hein. Il faut réussir à se T'as vu le projeter. salaire moyen des Français? Tu sais combien les gens gagnent? Va voir leur Ah, fiche mais de paye, après, hein. regarde, je vais te sortir un exemple d'un ami à moi. En fait, ça dépend aussi de l'emplacement. C'est l'emplacement le plus important. Moi, j'ai un ami, par exemple, il a acheté à Nice, dans une avenue que je pense que pas mal de monde connaît, ça s'appelle la Promenade des Anglais. Il a acheté un appartement en face de la plage, concrètement. Et il l'a acheté il y a ça une dizaine d'années. Et il a acheté, c'était pas mal cher, mais bon, les taux étaient un peu à la ramasse, c'est pas proche de zéro. Et aujourd'hui, son bien, il a fait plus que x2. Ouais. Après, Mais tu vois, c'est une certaine mentalité aussi. Il faut être patient. Il y a Et du ça ne temps remonte à pas jusqu'au ciel. consacrer. moi, il y a un Oui, autre truc oui. qui m'inquiète sur l'immobilier de manière générale. C'est que en réalité, si tu le fais tout seul, c'est quand même un bien qui est non délocalisable et donc ça sera le dernier truc quand tu auras plus de fric sur lequel on pourra taper. Et donc de toute manière, enfin, à mes yeux, tu es quand même condamné à te faire surtaxer parce que ta fortune financière, au final, c'est assez facile à déplacer. Une fois que tu as une maison ou un château sur la Côte d'Azur, bah, en fait, tu peux pas la déplacer, donc c'est facile à taxer. Donc, sans Les ça, États, ils adorent les proprios, effectivement, hein. Si vous avez de la pierre, le fixe, ils vous aiment, hein. C'est parce que forcément, c'est difficile à planquer. Mais en même temps, il faut payer ses impôts et c'est normal, hein. On n'est pas là pour vous dire de faire de la fraude. Moi, clairement, je vous invite à aller voir des gens qui ont 20, 30 ans aujourd'hui, voir combien ils gagnent, voir c'est quoi leur état d'esprit et vous dire, c'est eux qui rachèteront votre Ponzi dans 20 ans, hein. Je suis vraiment pas aussi optimiste que vous. En Parce fait, oui, que le voilà, il faut truc, réussir à se Ouais, projeter, quoi. Faut à réussir à se x2 du prix de maintenant, à x2 du prix de maintenant avec les intérêts. C'est-à-dire que votre truc que vous achetez 150 000, 200 000, il faudra qu'ils vous l'achètent à 400 000 avec leur pouvoir d'achat. Mais c'est mort, les gars. Qui peut acheter? Je sais pas. On ne pense pas qu'on puisse anticiper sur autant d'années. On n'en sait rien en Non, réalité. parce que le différentiel entre l'augmentation du revenu et l'augmentation de l'immobilier, la décorrélation, elle est partie complètement en vrille. Ce qui fait que pour qu'un Ponzi tienne, il faut qu'il y ait des nouveaux acheteurs. Et aujourd'hui, parler à quelqu'un qui a moins de 40 ans, qui peut acheter? C'est mort. S'il n'y a pas papa et maman, c'est mort.
On a déjà constaté que le Ponzi était un peu en train de s'écrouler. Il y avait là déjà depuis quelques années, en Île-de-France, ça avait déjà pas mal baissé. Le truc, c'est que ça a causé d'autres bulles dans d'autres grandes villes, dans les régions d'à côté. Donc, il y a une autre bien, ça se problématique. décentralise. Il y Vas-y, a une Antoine, autre- pardon. Il y a une autre problématique que personne ne voit sur l'immobilier, c'est que malheureusement, bon, on a le baby boom qui est devenu le papy boom, et malheureusement, à terme, ils vont pas être éternels. Et donc, on peut aussi imaginer qu'à ce moment-là, il y aura énormément de biens qui vont arriver comme ça sur le marché. Et je vous fais pas un dessin sur la loi de l'offre et de la demande, mais donc à ce moment-là, l'immobilier risque de chuter fortement. Et c'est un Les peu gars, il existe un pays qui est en avance sur la courbe démographique sur le Japon. l'Europe. Ça s'appelle le Japon. Et je vous invite à regarder toutes les préfectures japonaises ont une population qui décline, sauf celle de Tokyo. Donc, toutes les préfectures japonaises ont une population qui décline et la population du Japon décline, et ce depuis longtemps maintenant. L'immobilier au Japon, c'est une baisse constante. Ça ne fait que baisser. Personne ne gagne de thunes sur l'immobilier au Japon. Il y a eu une énorme bulle spéculative à la fin des années 80, début 90. Aujourd'hui, l'immobilier au Japon qui fonctionne, c'est les quartiers extrêmement prisés. C'est quelques quartiers de la capitale tokyoïte où les gens vont se battre et tous les riches du monde entier vont se battre pour de l'immobilier de prestige. Mais ça, c'est un marché à part. Tout le reste du Japon, ça vaut rien. Ça vaut rien. On vous paye. À la campagne, on vous paye pour avoir une maison. Qu'est-ce qui vous dit que l'Europe sera différente? Regardez les courbes démographiques. Les gens qui sont là pour acheter votre Ponzi dans 20 ans, ils ne vont pas naître. Et c'est le principe. C'est-à-dire qu'on est à quoi en France? 1,5 enfants par femme. Les prochaines générations qui sont censées racheter votre baraque ne vont pas naître. Et c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et je ne comprends pas pourquoi on ferait un pari aussi long sur quelque chose qui a aussi peu de rentabilité brute, alors qu'il y a d'autres marchés pour investir son argent. Après, c'est surtout vu en termes de diversification, je pense. Parce que si on regarde juste en termes de performance, c'est clair que c'est pas ce qui est, c'est pas sexy, quoi. De ce côté-là. Après, pour répondre à CM qui dit est-ce que c'est pas le meilleur moyen l'immobilier, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est que tu peux t'endetter auprès de la banque en achetant de la pierre papier, donc des FCPI, etc. Tu as le côté reality où c'est géré par un organisme, donc il faut espérer que ça se pète pas la gueule, etc. Et donc ça peut être une solution intermédiaire, vu que justement c'est les FCPI, tout ça, des fois ils investissent plus dans de l'immobilier professionnel, donc ça peut être des hôpitaux, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi une façon de voir la chose. Oui, et après, au-delà de ça aussi, hors immobilier, parce que là, je pense qu'après, c'est un sujet aussi sur lequel tout le monde aura un avis un peu différent et une sensibilité aussi d'investisseurs différentes et d'horizons et de risques associés, enfin tout ce qui va bien. C'est vrai que je l'ai vu une ou deux fois tout à l'heure dans le chat aussi, il y a tout ce qui est crédit lombard. Donc aujourd'hui, pour vous la faire courte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est un nom qu'on voit de plus en plus passer, mais des fois, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. En gros, admettons que vous avez bien géré votre bull run et vous arrivez à sortir 200K qui vous ouvrent les portes d'une première banque privée en France ou ailleurs. Enfin voilà, je prends un exemple le plus terre-à-terre possible. La plupart des banques privées, ça va plutôt être au-dessus même de 200. En France, je crois que c'est à minimum 250 pour les plus basses. Et si vous allez taper du Rothschild et tout ça, ça va être du 5 à 10 millions. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes amplitudes. Mais bon, bref, au-delà de ça, vous avez la possibilité. Et je crois même qu'en France, Boursorama, pendant un temps, le proposait. Ça s'appelait My Lombard ou un truc comme ça. Ça s'appelait Avance sur titre. Ouais. Et ça existe encore, hein. C'est très bien. Et donc, je l'avais fait il y a très longtemps quand j'étais encore en France. À partir du moment où vous avez un PEA, où vous avez une assurance vie, où vous avez un compte titre ordinaire et que vous pouvez vous permettre de friser cet argent pour une durée presque indéterminée, mais qui sera malgré tout déterminée en amont, eh bien, vous allez pouvoir, à hauteur d'un certain pourcentage, et c'est exactement ce qu'on fait nous-mêmes
aujourd'hui sans demander l'avis à la banque sur AAV, le prêt lombard, eh bien, vous pouvez déposer votre collatéral. Donc, par exemple, 250 000 € que vous mettez sur une assurance vie X. Vous dites à votre banque privée, OK, je vous confie cet argent, vous le bloquez de votre côté pour X années, et en sens inverse, vous me prêtez 100, 150, 200, en fonction de leur appétence au risque par rapport à votre propre profil qu'ils auront déterminé en amont. Et ça, c'est un crédit lombard, ce qui vous permet, au-delà du crédit immobilier dont on parlait à l'instant, de tout simplement générer de l'argent avec de l'argent. Le souci face à tout ça, ça va être l'acceptation de votre profil et de votre dossier. Et à partir de là, je pense que avoir un projet, par exemple, immobilier, pour se faire accorder un crédit lombard, ça fait un peu plus sens que de juste dire prêtez-moi de l'argent et les 150 000 sur 250 K que j'ai déposés, je vais les redéposer en boucle sur la même assurance vie. Je ne suis pas sûr que le discours passe et tienne. Mais j'ai vu des gens y parvenir parfois sur des sommes assez importantes. Donc, une fois de plus, ça va être en fonction de votre banque, de votre interlocuteur et de beaucoup d'autres paramètres. Mais cette possibilité existe aussi. Et si ça se passe bien, ça peut être intéressant au long terme. Il faut entretenir des relations avec vos banquiers. Hein. C'est très important. Malheureusement, tout le monde n'est pas égaux. Et il y a certains dossiers qui passent et qui ne passent pas. Et je pense que ça vient aussi de la relation qu'on peut créer avec les partenaires bancaires au fur et à mesure du temps. Vous voulez un tips? À Noël, il faut leur envoyer des chocolats. Je crois qu'on s'est fait déconnecter de Twitch et j'ai un petit pop-up. Cette chaîne est actuellement indisponible en raison d'une infraction aux lignes de conduite de la communauté ou des conditions de Twitch. Exactement. Ouais, moi aussi, j'ai plus accès au live.